Bonsoir à tous et à tous. Merci de prendre place de façon à ce que nous puissions débuter notre séance. Je suis François Langlais, RTL, TF1, LCI, et c'est moi qui vais modérer cette session, dont le thème, et vous le savez, sait-on encore rêver collectivement? Alors, nous allons entendre Pierre Dockès, qui est économiste, professeur d'université, fondateur du Centre Valras, qui est le membre du Cercle, et puis Sybille Vell, qui est la patronne du groupe Radio France, Sophie Joissin, qui est maire d'Aix-en-Provence, qui nous reçoit, Stéphane Richard, qui est le président du club de foot l'OM, et Volk Richter, qui est metteur en scène de la Schaubühne à Berlin. Merci à tous d'être là. Pierre, c'est vous qui allez ouvrir le bal et cadrer le sujet en quelques minutes, après quoi nous entendrons nos intervenants. Petit échange entre eux sur le plateau, et puis on prendra bien sûr vos questions dans un troisième temps. Pierre, the floor is yours. Merci de me donner la parole. Voilà. Je vais commencer par une rapide introduction, forcément rapide d'ailleurs, par trois observations autour de ce thème très intéressant, c'est vrai, très compliqué et qui touche un grand nombre de sujets et différents niveaux. Ma première observation, c'est que le temps des grandes espérances a disparu et on s'est retourné complètement, et on vit dans un monde où, lorsque l'on interroge les populations, lorsque l'on interroge les citoyens, on tombe sur des chiffres très étonnants. Par exemple, près de 90% des Français estiment que la France est en déclin. Alors évidemment, la France est champion du monde de pessimisme, ça. Mais quand on va dans d'autres pays et qu'on fait les mêmes sondages, on touche à des chiffres qui ne sont pas tellement éloignés. Plus intéressant, mais même plus saisissant, quand on a demandé aux Français, là aussi, s'ils étaient d'accord avec l'idée selon laquelle la civilisation allait s'effondrer, ils étaient 65% à répondre qu'ils étaient d'accord, ou plutôt d'accord. 65% sont donc effondristes. Sont des partisans de la collapsologie, comme on dit aujourd'hui, qui est un courant extrêmement important. On peut aussi trouver un indice dans le fait que les romans, les films, les bandes dessinées, tout ça, c'est bourré de dystopie, et on voit pratiquement plus d'utopie nulle part. Et même, on peut ajouter que l'apocalypse est à la mode. Même j'ai entendu que dans les milieux spécialisés, on disait plus apocalypse, on disait apo. Vous êtes dans l'apo, quoi. C'est devenu une profession à part entière. Donc, cette vision noire, pessimiste, est extrêmement englobante, et elle a un danger fondamental, c'est que ces visions sombres sont autoréalisatrices. Parce que ça affecte l'investissement, bien sûr, ça affecte lourdement la démographie. Et une des raisons pour lesquelles, dans un très grand nombre de pays, et finalement un peu partout, la démographie baisse, et quand on demande aux femmes, c'est l'espoir qui a disparu et qui fait que la démographie tombe. Mais c'est vrai aussi, non pas pour la démographie, mais pour la démocratie. Le populisme augmente très précisément en fonction du pessimisme ambiant. Donc, c'est une situation tout à fait particulière. C'est une vague de pessimisme, on peut se poser la question, celle d'ailleurs que Keynes se posait dans les années 30, une vague de pessimisme, ou est-ce plus grave, est-ce un phénomène séculaire, voire pluriséculaire, ce qu'on appellerait un autre régime d'historicité? Et j'en ai bien peur, parce qu'on entre dans un autre temps. Ça, c'est ma première observation. La deuxième observation, c'est que c'est bien beau de dire rêver collectivement, mais il ne faut pas tomber dans le bisounours. Il y a des rêves collectifs qui ont été catastrophiques. Et c'est une très vieille histoire. La matrice, en quelque sorte, c'est, je pense, le millénarisme médiéval ou celui de
des temps modernes, c'est-à-dire la croyance qu'après l'Apocalypse, il y aurait le royaume de Dieu sur terre pendant 1000 ans. Et partant de là, on a compris qu'il s'agissait du royaume des justes. Alors si c'est le royaume des justes, tous ceux qui ne sont pas justes, il faut les éliminer. Et ils y sont allés carrément, en particulier à Münster, petite ville de Westphalie, en Allemagne bien sûr. Alors ça, c'est la matrice. Mais quand on étudie ce qui s'est passé au 19e et au 20e siècle dans le monde, on voit que le communisme a des rapports extrêmement étroits avec cette vision millénariste. Et c'est aussi une croyance au royaume. Et le royaume était ouvert, bien sûr, sinon à tous, du moins à ceux qui étaient dans la ligne. Et on retrouve la même tragédie, ou à peu près la même tragédie, avec évidemment des termes nouveaux, mais ça s'est terminé de façon tout à fait catastrophique. Mais on peut faire un pas de plus, il n'y a pas que le royaume qui est un rêve dangereux. On voit aussi que les rêves de croissance illimitée, que les rêves de productivité croissante à taux croissant, que les rêves de progrès technique illimité sont des rêves collectifs très forts, très puissants, qui ont été caractéristiques de l'humanité, en particulier depuis le XVIIIe siècle, XVIIIe, qui a triomphé au XIXe, qui s'est d'ailleurs effondré au XXe, mais qui a donné des conséquences qui étaient souvent tragiques. Bon, l'humanité a aujourd'hui, depuis les années 40, la possibilité de s'auto-détruire. Bon, elle ne l'a pas encore fait, mais il s'est passé très peu d'années. Et l'usage de la bombe atomique est là comme angoisse suprême. Bon, on voit aussi que le productivisme a donné des résultats qui étaient aussi en partie catastrophiques. C'était beau de rêver la productivité croissante, mais finalement, ça s'est retourné. Donc, les rêves collectifs, il faut évidemment en prendre et en laisser. Mais, et c'est ma troisième observation, il faut faire la différence entre des types de rêves qui sont collectifs, qui sont profondément différents. Ernst Bloch, un grand philosophe allemand, avait trouvé, pour commencer son livre, une formule extraordinaire. Il faut apprendre à espérer. Il faut apprendre à espérer. On n'espère pas comme ça. Et de même, il faut apprendre à rêver. Ce qui compte, c'est les rêves éveillés. Ce qui compte, c'est les utopies concrètes. Ce qui compte, c'est les rêves des humains. Et on les connaît, ces rêves, parce qu'ils viennent de loin, de très loin dans l'histoire. On peut détailler, si on veut. Bon, c'est la paix d'abord, la paix, puis un monde vivable, puis la justice sociale, etc. Alors, ces rêves, il importe à chacun d'entre nous de les faire apparaître, parce qu'eux aussi sont autoréalisateurs, à chacun d'entre nous. C'est-à-dire que les politiques doivent insérer un peu plus d'espoir au lieu d'être toujours sombres, que les hommes de médias, les hommes de théâtre ou de cinéma ne montrent pas que des films catastrophes et que, en particulier, à la radio, à la télévision, dans les réseaux sociaux, on trouve aussi ces sources d'espoir en espérant que les réalisations pourront se faire sur ces rêves qui sont finalement, ou qui seraient finalement réalisables parce que raisonnés. Voilà, merci beaucoup. Merci Pierre. Merci pour ce cadrage qui est aux confins de la philosophie de l'histoire, qui donne un peu notre ordre de mission pour cette table ronde. Sybille Bell, vous êtes, je le disais, patronne de l'un des plus grands groupes de médias français, c'est Radio France. Ce monde des médias, il est de plus en plus fragmenté. Il se désintègre au profit d'une multitude d'émetteurs, de qualité d'ailleurs variable, au point que chacun d'entre nous peut se construire un système d'information personnalisé. Est-ce qu'on peut encore faire société dans ce monde-là? Est-ce qu'on peut construire du collectif?
du rêve collectif dans un paysage aussi éclaté? Il faut qu'on soit à la hauteur de l'introduction qui a été faite, effectivement, qui trace une vision assez longue. En fait, à chaque génération qui a connu une révolution politique ou technologique, la question s'est posée de savoir si c'était la fin du monde et ce que les futures générations connaîtraient. Un exemple, c'était Paul Valéry qui disait « Le problème de notre époque, c'est que l'avenir n'est plus ce qu'il devait être ». On voit aussi que l'histoire n'est pas faite de miracles, mais elle est faite de solutions humaines aux problèmes qui se posent. Et c'est vrai que pour pouvoir rêver collectivement, il faut rêver à la fois à partir d'un sol et rêver vers un ciel. Le sol, c'est une réalité commune qu'on partage, c'est une histoire commune qui nous ancre. Et aujourd'hui, ce qui se passe et qui sans doute contribue à faire en sorte que ce pessimisme, cette impression de tension, de fragmentation est fortement nourrie, c'est le fait que l'information elle-même, comme vous m'invitez à décrire ce monde des médias, l'information elle-même est de plus en plus fragmentée, puisque les gens s'informent non plus autour d'un seul média, mais il y a une fragmentation des usages, des réseaux. Un réseau comme TikTok n'est pas fait pour rassembler, il est fait pour retenir le temps d'attention. Et en faisant ça, l'une des meilleures manières de retenir l'attention, c'est pas de dire la vérité, c'est de susciter la colère, c'est d'engager. On est passé du fact-checking à l'anger-checking. Et un des économistes du cercle des économistes, Yann Algan, a fait une étude il y a quelques années très intéressante, La France sous vos tweets, qui montre que 35% des tweets politiques notamment sont imprégnés d'un sentiment de colère et attisent cette fragmentation, attisent cette colère. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est aussi une crise émotionnelle de la démocratie. Mais dès qu'on enlève les lunettes politiques, et nous on le voit dans les différents registres que couvrent nos antennes, en fait on a une lecture très différente de la société. Il y a une fondation qui s'appelle Destin commun qui a fait une très longue analyse en début d'année auprès de 3000 Français. Et il leur a posé 2 questions. Comment va votre vie? Comment va le pays? Leur vie allait très bien, le pays allait très mal. Et c'est sur cette dissonance qu'on voit qu'il y a des choses à reconstruire. Et notamment quand on les interroge sur tous les sujets autres que politiques, on voit que pourquoi le pays va mal. Vous savez, ce pays, la France, dont Sylvain Tesson dit, la France, c'est un paradis peuplé de personnes qui se croient en enfer. Pourquoi est-ce que les gens ont ce sentiment que ça va mal, cette amertume, cette colère? Eh bien, en réalité, parce que s'il y a une matrice qui est celle des Français, c'est la fierté dans leur pays. Ils sont fiers et ils sont en colère, ils ont l'impression qu'aujourd'hui, le pays n'est pas à la hauteur de ce qu'ils voudraient. Donc il y a une forme de spleen collectif où on se dit, oh là, la France n'est pas à la hauteur de ce que j'attendrais. Je pense que le politique a des moyens de faire revenir un espoir et qu'il y a aussi d'autres imaginaires collectifs qui sont très puissants et qui, eux, marchent et qui, eux, relient. On a, je peux citer par exemple les Jeux Olympiques, c'était un moment fédérateur qui a réussi à créer, à rassembler collectivement les gens autour d'un vrai imaginaire qui était de montrer ce qu'on sait faire ensemble. Merci Sybille. Stéphane, justement, Sybille évoquait les Jeux Olympiques. Bon, vous êtes le patron de l'OM, vous avez plusieurs vies, hein. Vous avez été homme d'entreprise, vous avez été au cœur de la machine de l'État. C'est vrai qu'on se rend compte aussi en ce moment avec la compétition de la Coupe du Monde de foot. La compétition sportive, c'est quand même l'une des rares occasions de la vie contemporaine où une société, même une nation, peut se retrouver pour célébrer, pour espérer. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon, justement, de cette expérience à propos du sport? Qu'est-ce qu'on peut emprunter au sport pour retrouver des rêves collectifs dans d'autres champs et en matière politique, par exemple? Bon, d'abord, c'est vrai que le sport, j'allais dire le foot en particulier, parce que c'est le sport le plus populaire sur l'ensemble de la planète, est une des rares occasions, je crois, de grande communion collective qui transcende tous les clivages sociaux, politiques. Les supporters de l'équipe de France, ils se recrutent partout, de LFI au Rassemblement national, des intellectuels aux ouvriers. Et cette capacité de réunir comme ça une très très large proportion de la société, c'est quand même assez extraordinaire et assez unique.
Et donc, c'est intéressant d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait. Moi, je crois d'abord que, ça a été un peu dit, dans un paysage général un peu triste, un peu défaitiste, un peu décliniste, avoir des moments comme ça de respiration où on se retrouve, où on est heureux, où on est excité, où on a de l'émotion, de la passion, ça fait un bien fou quand même. Ça fait un bien fou. Et je pense que les gens, quand même, globalement, ont besoin de ça. Ça, c'est le monde du spectacle en général. Et la compétition sportive est une des expressions de cela. La deuxième chose, je crois, c'est que nos Français qui critiquent sans arrêt leur pays, leurs dirigeants, etc., ils aiment la France qui gagne. Quand on voit, aujourd'hui, ne vendons pas la peau de l'ours, mais au moins le début du parcours des Bleus, eh ben, cette ferveur qu'il y a, évidemment, elle est aussi beaucoup autour d'une fierté de voir cette équipe jouer comme elle joue, de la voir se frotter à toutes les grandes nations du foot du monde et susciter une espèce d'éblouissement, d'admiration par rapport à ce qu'ils font. Donc les Français aiment la France qui gagne. Et ça, je pense que c'est peut-être une leçon à tirer pour beaucoup d'autres domaines. On n'a peut-être pas assez, alors vous allez me dire, de domaines dans lesquels la France gagne, ou peut-être surtout d'occasions de fêter la France qui gagne. Et elle gagne quand même dans un certain nombre de domaines. Parce que, et c'est aussi l'autre question, c'est la compétition. L'esprit de compétition, là aussi, ça transcende toutes les générations, tous les domaines d'activité, mais l'esprit de compétition et donc l'affrontement avec les autres, l'affrontement paisible, et dans le cas d'une compétition sportive, ça crée quand même un niveau d'émotion et du coup de joie quand on gagne qui est irremplaçable. Bon, après, si on essaie d'aller un peu plus peut-être loin et de regarder qu'est-ce qu'il y a derrière la scène, on se rend compte que, par exemple, si je prends l'exemple du foot, que ce soit une équipe nationale ou un club, on voit que la réussite, elle se construit dans la durée. Il a fallu des décennies pour que le football français devienne le football de référence pratiquement dans le monde. Bon, vous connaissez tous le palmarès de l'équipe nationale sur les 4 ou 5 dernières Coupes du Monde. Il faut savoir que la France, aujourd'hui, est le pays, le premier, passez-moi l'expression, producteur mondial de joueurs de foot. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, à la Coupe du Monde, plus de 100 joueurs dans les équipes nationales qui ont été formés en France. Donc, mais pour qu'elle arrive à imposer un peu cette école du football dans le monde, il a fallu beaucoup de temps, il a fallu beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, beaucoup de passion. On ne le dit pas assez. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la place que nous occupons dans le monde du football, c'est le résultat aussi d'une politique de très long terme qui a supposé des investissements et qui nous donne aujourd'hui cet avantage. Ensuite, il y a quelques rôles clés. Le coach, c'est vrai pour l'équipe nationale, c'est vrai bien évidemment pour un club. La personnalité du coach, sa capacité à faire les bons choix, à mobiliser, à gérer un vestiaire, comme on dit, ça fait la différence souvent entre une équipe avec de très belles individualités mais qui n'a pas de résultat et une équipe qui marche. Et puis, je serais tenté de dire aussi, là je prends plutôt l'approche du club, le fait que chacun fasse ce qu'il a à faire à la place qui est la sienne et ne se mêle pas de faire le travail du voisin. Vous voyez, dans un club de foot, il y a toute la partie business d'un club, parce que c'est une entreprise de spectacle, donc on vend du spectacle, on a des partenaires, des sponsors, des stades, etc. Et puis il y a la partie sportive. Dans la partie sportive, il y a 2 personnes clés, le directeur sportif et le coach. Et ces 2 personnes-là, elles doivent travailler en bonne intelligence, en bonne harmonie, bien sûr. Il ne faut pas que le directeur sportif cherche à être le coach, et ni l'inverse. Et puis il y a le président. Et en fait, quand vous avez un président qui est un peu directeur sportif, puis qui pense qu'il est aussi entraîneur, en général, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est peut-être aussi une petite leçon je ne sais pas une leçon, mais en tout cas, un point à méditer pour d'autres répartitions de rôles, y compris dans la vie politique. Je pense quand même que ce qui gagne, c'est une équipe, c'est le collectif. L'addition de talents individuels ne forme pas nécessairement, et en général rarement d'ailleurs, une équipe qui gagne. Donc la force du collectif, c'est ça aussi qui compte. Et le fait que chacun
des responsables, des dirigeants, fasse ce qu'il a à faire et ne cherche pas à faire le travail du voisin. Voilà en quelques mots modestes ce que je peux dire sur le sujet. Et quand même, allez les Bleus, et évidemment, allez l'OM, si vous me le permettez. Merci. Ces parallèles donnent à penser. On y reviendra bien sûr dans la discussion. Falk, je me tourne vers vous. Vous êtes l'un des principaux metteurs en scène européens, donc d'une scène berlinoise. Alors, c'est votre regard d'artiste qui nous intéresse aujourd'hui. Pierre le disait tout à l'heure, au fond, le sentiment commun, mais il est largement étayé, c'est que nos sociétés ont perdu le sens du rêve collectif, alors qu'on l'avait encore il y a quelques décennies. On a toujours le sentiment qu'avant, c'est mieux, mais il semble que si on se réfère aux années, je ne sais pas, même les années encore 70, ça n'était pas le cas. Mais vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous dites... le rêve, c'est loin d'être terminé aujourd'hui. Eh oui, merci d'abord de m'avoir invité. Je souhaiterais dire que je travaille également en France, pas simplement à Berlin. Je suis désolée, je m'adresse à vous en anglais. La première fois, tout d'abord, je voudrais passer un moment pour parler de mon travail pratique, puisque je le vois au quotidien, le fait que les gens sont plus sombres, plus déprimés, que les gens sont mis au défi face à toutes ces crises que l'on doit confronter. Et au travail, je croise beaucoup de personnes, mes étudiants, des acteurs, qui ont vraiment du mal à envisionner l'avenir. Peut-être d'ici 5 ans, il y aura une guerre et tout sera détruit. Il n'y a presque personne qui a une idée positive de l'avenir. Par contre, en tant qu'artiste, je trouve qu'il est très important actuellement de ne pas vraiment rentrer en mode obscur et que ce que l'on crée soulève le public dans ces temps très difficiles sans être superficiel ou sans créer un optimisme un peu idiot qui ne sort de nulle part. Et donc, je dois décrire simplement ce qui existe, mais sans constamment nourrir ce narratif de tout s'effondre. Et sur le plan artistique, c'est loin d'être facile. Mais puisque je suis auteur, j'ai décidé de rédiger un petit texte pour ceci et je vais vous le lire. Ça ne prendra pas très longtemps, mais... D'abord, j'étais même un peu agacée par la question et je vais vous raconter pourquoi. Je ne pense pas que les gens ont arrêté de rêver sur le plan collectif. Partout où je vais, je rencontre des gens qui veulent un monde différent. Je rencontre des jeunes qui luttent pour la justice climatique, des citoyens qui défendent la démocratie, des artistes qui continuent à créer malgré les budgets rétrécissants et des communautés qui essayent de construire la solidarité dans des sociétés de plus en plus fragmentées. La question n'est pas si nos rêves collectifs perdure. Mais la question pour moi, c'est pourquoi est-ce que notre réalité politique semble être si incapable de réaliser ces rêves. Nous sommes nombreux à perdre la confiance dans les institutions politiques, non pas parce qu'ils sont devenus irrationnels ou cyniques, mais parce qu'ils prêtent attention. Ils voient des gouvernements qui parlent de liberté, de démocratie, des droits humains, alors que les inégalités sont croissantes, alors que les forces autoritaires prennent de l'ampleur, alors que la puissance technologique devient concentrée dans des mains de moins en moins nombreuses. La loi internationale n'est défendue que dans un seul conflit et ignorée dans l'autre. Les gens le remarquent quand les droits humains sont présentés comme universels mais deviennent négociables dès que les intérêts stratégiques sont impliqués. Les gens remarquent quand les gouvernements demandent aux citoyens de défendre des valeurs démocratiques tout en affaiblissant les institutions publiques, en réduisant les budgets culturels ou en autorisant l'inégalité économique à se creuser, les gens commencent à se demander qu'est-ce qu'on leur demande de défendre exactement. Et les gens voient quelque chose d'autre qui se passe devant leurs yeux. Ils voient des enfants à Gaza, au Liban et au Soudan qui grandissent dans la guerre, le déplacement, la destruction, et ils voient les gouvernements occidentaux qui expriment leurs préoccupations tout en continuant à fournir des armes et à apporter une couverture politique ou détourner le regard. Dans ces aspects des conflits, la contradiction est impossible à ignorer. Ça soulève une question fondamentale qui est autorisée à rêver.
de l'avenir et pour qui est-ce que l'avenir on peut mettre de côté. Donc, en tant qu'auteur, j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur la question sur comment le silence fonctionne, comment on fabrique le silence. Les institutions, les familles et les organisations entières sont organisées à travers le silence. Le silence n'est pas neutre, ça protège quelqu'un. Le silence crée une structure de pouvoir. Et aujourd'hui, nous observons tout, quelles sont les voix qui sont amplifiées, quelles ci sont marginalisées et quelles sont rendues muet de manière active. Et c'est pour cela que je crois dans le pouvoir du théâtre. Non pas parce que le théâtre apporte des solutions, parce que le théâtre apporte rarement des solutions, mais cela reste un lieu où les étrangers se rassemblent pour raconter des réalités différentes, pour se mettre au défi et pour imaginer des avenirs qui n'existent pas encore. Le théâtre nous demande de résister à l'impulse de juger immédiatement et nous enseigne que l'écoute ne signifie pas forcément l'accord et la compréhension n'est pas un renoncement. Et le conflit, ce n'est pas un match de foot dans lequel notre seule tâche est de choisir un camp. La démocratie dépend exactement sur cette capacité, la capacité à continuer à être en désaccord sans se positionner en tant qu'ennemi. Et c'est là où les rêves collectifs commencent. Et la volonté d'écouter les histoires qui nous dérangent, de défendre des principes même quand ils sont pas convenables, et d'imaginer un avenir où la vie d'un enfant n'a pas plus de valeur que la vie d'un autre. Donc la démocratie devient une performance. Si la démocratie a un avenir, cela dépendra de savoir si on recouvre la capacité à écouter avec empathie, de soutenir le conflit sans violence et de découvrir et de comprendre le fait que comprendre un autre être humain, ce n'est pas une défaite. Et ça, c'est un rêve que je souhaiterais partager collectivement avec vous tous. So let me just add one thing. J'ajoute juste une chose, je crois vraiment que nous nous orientons vers un avenir avec beaucoup de conflits. Il y aura beaucoup de conflits. Ça ne va pas aller en se diminuant, mais ça deviendra plus complexe. Donc la grande question ici, c'est comment apprendre à gérer le conflit sans s'entretuer, sans immédiatement commencer une guerre. Pour votre analyse, pour votre vision d'artiste, on a retenu qu'il y avait bien sûr de l'espoir, mais votre note finale est quand même assez lourde. On en rediscutera, bien sûr. On va prendre les questions juste après l'intervention de Madame la maire d'Aix-en-Provence. Sophie Joissaint, vous êtes une femme politique. Vous avez la charge d'une métropole, une des grandes métropoles françaises. La question que j'aurais envie de vous poser, au fond, c'est est-ce que les politiques n'ont pas une responsabilité dans ce désenchantement du monde, hein? C'est la formule de Marcel Gauchet. Comment est-ce que, justement, quand on est en responsabilité comme vous, on peut trouver le bon équilibre entre la gestion du monde tel qu'il est, avec ses imperfections, et puis la projection vers le monde tel qu'il devrait être, si on le rêve? Alors là, vous me posez une colle, en fait, hein. Honnêtement, pour être sincère. Mais en revanche, je crois en la capacité collective. Je crois en la capacité collective et je rejoindrai ce que disait Sibylle Veil tout à l'heure lorsqu'elle disait que les Français aiment profondément leur pays, qui rêvent collectivement par rapport à leur pays et qu'ils ne sont pas contents quand ils voient que leur pays ne gagne pas. Hein, et ça rejoint effectivement aussi l'analyse sportive, bien sûr. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque où, en effet, la natalité ne va pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire, où en effet il y a des révolutions technologiques qui laissent parfois un petit peu au bord du chemin une partie de la population, que dans le même temps, recomposition géopolitique, des finances de l'État qui ne sont pas au beau fixe, tout cela crée à la fois un climat anxiogène, mais surtout une difficulté d'anticipation, une difficulté à se projeter. Et je crois que ça, c'est une chose qui angoisse terriblement finalement, parce que lorsque l'on regarde la France aujourd'hui, on n'a pas l'impression d'un pays totalement plongé dans la récession non plus. Quand l'on se compare à d'autres pays dans le monde, on se rend compte qu'on est plutôt un pays riche, où les gens vivent pas si mal, même si je ne nie pas les difficultés qu'il peut y avoir, mais c'est cette difficulté à anticiper, à se projeter qui est compliquée. Et je pense que le rêve collectif,
si tant est qu'il ne soit pas effectivement un rêve apocalyptique, peut nous aider à surmonter tout cela, à retrouver un peu de calme et surtout à être en cohésion les uns avec les autres. Parce que l'anxiété et la colère a tendance évidemment à séparer. Je citerai une phrase de Gérard Collomb il y a quelques années qui disait « Nous sommes une société côte à côte, il ne faudrait pas que nous soyons une société face à face. » Et pour être côte à côte, eh bien, je pense qu'il y a des politiques publiques qui peuvent être mises en œuvre. Et au-delà de, effectivement, l'habitat, au-delà du fait de l'approvisionnement, d'avoir des commerces en bonne santé, il y a aussi ce domaine du rêve, le rêve qui permet de faire cohésion. Et ce rêve, je ne le retrouve que dans 2 politiques publiques que l'on est capable de mettre en place. C'est à la fois le sport et la culture. Parce que cela permet de vivre ensemble, et des personnes qui ont des opinions politiques totalement divergentes peuvent effectivement être ensemble à un match de football ou de rugby et hurler ensemble et être heureuses ensemble. De même, face à un très beau concert, quelle que soit d'ailleurs la nature du concert, que ce soit un concert de musique classique, un concert de rap, eh bien, de la même manière, on peut vibrer ensemble. Et je crois que là, il y a des clés de réconciliation de société qui sont très importantes et qui permettent de dépasser justement ces angoisses quotidiennes auxquelles on est confronté. Nous, sur Aix-en-Provence, il est vrai que nous avons beaucoup de chance, puisque nous avons une ville éminemment culturelle et sportive, du reste, qui permet justement ce dépassement de soi, cette manière de faire cohésion. Et cela se ressent dans la société aixoise, où effectivement il y a énormément de manifestations de qualité, parce que quand je parle d'art et de culture, quels que soient les domaines abordés, les thématiques abordées, il faut toujours être dans l'exigence, dans l'effort, dans le dépassement. Ça, je crois que c'est déjà la première exigence, justement. Et ensuite, eh bien, le fait d'avoir ces manifestations dans l'espace public, principalement, qui permettent un accès à tous les publics, qui est facilité, bien sûr, par la gratuité, par la proximité, eh bien, les gens partagent. Et même s'ils ne se connaissent pas à l'origine, d'une certaine manière, après, ils se reconnaissent. Et il n'y a pas d'hostilité, de fermeture, de repli. En tout cas, pas de la même manière. Et je pense que c'est très important dans le fait de faire société. Et avant de pouvoir rêver collectivement, il faut d'abord faire société. Voilà. Merci, Madame Joissin. On prend la question dans un instant. Pierre, vous vouliez réagir aux différentes interventions. En entendant les différents intervenants, je me suis posé une question. Faire cohésion, c'est fondamental pour le rêve collectif. Mais peut-on faire cohésion autrement que contre? Peut-on faire cohésion autrement que dans une équipe qui participe à un jeu collectif? On est contre l'équipe adverse. Or, il y a une autre façon de faire cohésion, c'est la coopération qu'on peut imaginer entre des artisans qui produisent un objet et qui coopèrent à cette... Alors, comment faire? En France, je vois bien, et tout le monde le dit, l'esprit de compétition est très fort. Dans l'éducation nationale en particulier, les gens qui ont vécu dans d'autres pays ou les gens d'autres pays qui viennent en France trouvent tous qu'il y a une compétition très très forte dans nos écoles où on classe continuellement, où on met des notes. C'est pas comme ça du tout dans les pays nordiques, par exemple, ou même anglo-saxons, en tout cas beaucoup moins. Et il est possible aussi, dans le fil de la question que je vous posais à tous et me posais en même temps, il est possible que cette compétition très forte favorise le fait qu'en France, la colère est particulièrement forte. Parce que qui dit compétition, et Dieu sait qu'elle est importante, Dieu sait qu'elle est fondamentale, laisse forcément des gens sur le côté, et le grand nombre même, d'où la colère. Voilà ma question un peu au plateau. Stéphane, peut-être, mais
Parce qu'on pourrait se dire, au fond, bon, la compétition, c'est l'une des faces de la pièce, mais l'autre, justement, c'est l'union. On a des règles communes et finalement, ça soude également, non? Ou est-ce qu'il faut voir la version, je dirais, un peu sombre de Pierre dans la compétition? D'abord, les occasions de cohésion, de communion, fussent-elles à l'occasion d'une compétition, sont quand même bonnes à prendre. Parce que si on prend l'exemple de notre cher pays, village d'irréductibles gaulois quand même, la politique offre assez peu d'occasions de communion de ce type. Le sport en offre une. Et je pense que c'est de toute façon bon à prendre. Après, il y a évidemment beaucoup d'autres projets humains ou sociaux à l'échelle d'un pays qui peuvent susciter un élan populaire assez large. Je ne sais pas, je veux dire, à la conquête de l'espace, quand on a Thomas Pesquet, par exemple, c'est une personnalité, je pense, qui rassemble derrière lui un très grand nombre de Français qui sont fiers de ce qu'il fait. Il n'est pas en compétition avec d'autres astronautes, mais il incarne une image de la France, je crois, qui est valorisante et qui montre un tempérament, une qualité. Je pense que dans l'industrie, dans la recherche, on est tous fiers quand on a un prix Nobel français. J'en ai croisé un d'ailleurs il y en a un qui croise dans les parages. Quelques-uns oui, par ici. Oui. Donc voilà, c'est pas que de la compétition. Non, c'est peut-être une forme de réussite. Alors c'est vrai que la réussite suscite quand même plus d'élan collectif et de communion que l'échec. Ça, je crois qu'on peut tous se dire ça. Mais après, je pense qu'on a dans notre pays, puisqu'on parle de la France, on a des vrais points forts. Vous parlez, Pierre, du système éducatif français qui est quand même en général vilipendé et critiqué un peu par tous ses côtés. Bon, certes, il y a l'esprit de compétition. En attendant, il y a aussi beaucoup de pays qui nous envient les grandes écoles. Il y a beaucoup de pays qui nous envient notre école de mathématiciens, de physiciens, qui alimentent les prix Nobel, les grandes entreprises de la tech, etc. Donc, il y a aussi une certaine efficacité à ce système. Enfin bref. Donc voilà, moi je pense que heureusement, il y a beaucoup d'autres domaines que le sport, quand ça marche, où on peut se retrouver tous ensemble, et nous Français, fêter un peu nos réussites collectives. Je pense qu'on ne le fait pas assez. On parle toujours de ce qui ne va pas, de ce qui ne marche pas. Et c'est beaucoup plus compliqué de parler de ce qui marche, mais on devrait le faire plus. Y a-t-il des questions dans la salle? Pas encore. Non, Falk, vous vouliez intervenir. Yeah, the only... Oui, tout à fait, parce que je suis le seul non-français, là. Et je remarque que ce débat va dans un sens qui est l'amélioration de la fierté nationale chez les citoyens français. Je ne sais pas si c'est la réponse aux défis très graves qui sont sur le chemin devant nous. Parce que nous sommes tous des Européens. Si tous les pays en Europe veulent rendre les Allemands plus fiers d'être Allemands, les Français plus fiers d'être Français, etc., qu'est-ce qui va se passer? Et ça va être une réponse donnée aux jeunes. Bon, je suis professeur, moi. Mes étudiants ont en gros 20 ans. Et ce que je vois, c'est que ils ont des sensations, ils ressentent des choses, et ils nous disent, nous, on les a laissés tout seuls, avec beaucoup de problèmes, et on n'a jamais apporté des réponses politiques. Voilà ce qu'ils disent. Bien sûr que le sport, bien sûr qu'un match de foot, pendant un certain temps, ça peut vous distraire de ces idées. Et quand je vois les athlètes allemands, je vois beaucoup d'équipes qui se battent les unes contre les autres. C'est pas vraiment l'harmonie, là. Il y a la violence quand il y a la compétition, parfois. Et l'idée, c'est de battre l'adversaire, d'être meilleur, je ne sais pas, de parfois taper sur les fans d'autres équipes. Mais bon, je ne sais pas si c'est bon de dire aux jeunes, vous êtes français, soyez fiers de la France. Moi, j'aime la France, ça c'est un beau pays, très très beau pays. Et je me sens mieux ici, à vivre ici, qu'en Allemagne. Mais en tout cas, il y a toujours des problèmes. Pour tous les pays d'Europe, le problème climatique, on le ressent aujourd'hui. Et aussi, à l'heure actuelle, il y a des politiques
qui cherche à militariser le pays. Mark Rutte de l'OTAN nous dit dans 5 ans, on aura peut-être des guerres, comme pour nos grands-parents. Qu'est-ce que c'est que ce message pour les jeunes? Comment peuvent-ils penser de façon positive à l'avenir s'ils entendent ce genre de propagande négative? Bravo, oui. Dans notre discussion, on voit qu'il y a un certain consensus entre nous, j'ai l'impression en tout cas, sur le fait qu'on est capable d'avoir des moments d'imaginaire commun collectif autour de figures qui rendent fiers, que ce soit les sportifs qui ont des succès, que ce soit Thomas Pesquet. Dans le panthéon culturel populaire des Français, aujourd'hui, il y a Jean-Jacques Goldman, Thomas Pesquet, Zinedine Zidane. Donc c'est à la fois des sources de fierté, de succès qui rassemblent, qui sont des figures plutôt bienveillantes et qui n'antagonisent pas tellement en réalité. Donc je pense qu'on a tous les éléments, en tout cas, de contenu culturel qui nous rassemblent et qui peuvent nous relier. Moi, j'ai une inquiétude quand même, c'est que toutes ces figures-là, elles sont liées au fait qu'on a des infrastructures qui les rendent possibles, qui rendent possible cet imaginaire commun. Or, ces infrastructures, aujourd'hui, je vais donner un exemple très simple, en 2025, les salles de cinéma n'ont réussi en fait à ne pas être dans le rouge parce qu'il y avait des blockbusters américains. Quand c'est les rêves d'autres pays qui nourrissent notre imaginaire commun, ça veut dire qu'on perd notre capacité à avoir notre propre imaginaire. Quand ce sont des youtubeurs à Dubaï qui nourrissent les rêves des générations qui grandissent, on perd aussi notre capacité à imprimer notre propre récit collectif. Or, la France, on le sait, a réussi à créer des vrais récits universalistes, très porteurs, et il faut retrouver cette capacité-là. Et je vais donner un exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la concurrence des plateformes internationales, le poids qu'elles prennent, la concurrence qu'elles sont en train de faire aux acteurs nationaux, il faut savoir que l'investissement dans la création cinématographique est proportionnel au chiffre d'affaires des grandes chaînes de télévision. Aujourd'hui, avec un chiffre d'affaires qui est en baisse à cause de la concurrence de Netflix ou d'autres acteurs, c'est autant d'investissements demain en moins dans le cinéma français. Et je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant sur cette capacité à créer un imaginaire collectif. Parce qu'on va avoir devant nous, et vous l'avez très bien dit, des moments où ce n'est pas simplement une crise économique qu'il faut résoudre, c'est une crise de civilisation. C'est quoi être humain à l'époque de l'IA? Comment est-ce qu'on n'est pas dépendant? C'est ce qu'a dit le pape dans sa circulaire, Rerum Novarum, comment est-ce qu'on garde une dignité humaine à l'ère de l'IA? Comment est-ce que la démocratie va être capable d'apporter des réponses à cette question à un moment où l'imaginaire collectif est concentré entre quelques acteurs, à un moment où l'exacerbation aussi des tensions rend l'action politique, et je rends hommage à ce que vous faites, l'action des politiques aujourd'hui est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que vous devez apporter des réponses consensuelles dans un monde qui est surchauffé pour s'opposer. C'est beaucoup plus difficile. Donc c'est ça le paradoxe qu'on a à gérer aujourd'hui. Sophie Joissaint, quelle réaction en entendant ça, justement, au fond, c'était une adresse implicite aux politiques pour retrouver ce socle commun dans un monde turbulent. Quelle vous semble être la bonne route? La bonne route, je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense qu'il y en a plusieurs en construisant aussi ce qui ne se fait plus beaucoup, un véritable projet de société. Et il est vrai qu'aujourd'hui, le politique apporte souvent des réponses ponctuelles qui, évidemment, ne peuvent pas satisfaire l'ensemble, mais on n'a pas le sentiment de projet réellement construit. On a le sentiment d'avancer au coup par coup. Et je crois qu'on a besoin d'avoir une société qui soit, sinon totalement définie, qui en tout cas soit dessinée, une société qui soit dessinée. Et ce n'est pas simple dans le contexte que nous vivons actuellement. Mais moi, je pense que les choses vont se dessiller. Parce que l'histoire a traversé tout de même bien des crises, où les situations étaient parfois bien plus terribles que celles que nous traversons aujourd'hui. Ce qu'il y a de difficile dans ce que nous traversons, c'est que nous avons vécu dans un monde dont on a cru qu'il était pérenne, quasi éternel. Or, on se rend compte que ce n'est pas le cas, et on a le sentiment d'avoir le sol qui se dérobe sous nos pieds. Mais la société est telle que de toute façon, des perspectives vont se dessiner. Ce qu'il faut, c'est tenir bon, c'est être en cohésion et aider justement à apporter des pierres à cet édifice qui se construit, les uns avec les autres. Pierre, c'est à l'économiste que je m'adresse. Au fond, est-ce qu'on peut encore, justement, l'autre versant
du rêve collectif, c'est quand même l'amélioration de sa propre situation. Autrement dit, quand vous évoquiez justement la disparition de cette idée de progrès et de rêve collectif, est-ce qu'elle n'a pas disparu aussi parce que, à tort ou à raison, les gens n'ont plus le sentiment d'avoir une situation personnelle qui s'améliore, ou même que celle de leurs enfants pourra s'améliorer après eux? Est-ce que finalement les projections qu'on fait sur soi-même, sa vie, son existence, ne rétroagissent pas aussi sur la façon dont on rêve le collectif? Pierre, je vous trouve mutique. Vous ne me dites rien. La réponse, c'est bien sûr. Il y a un cycle ou une dialectique entre le réel et l'imaginaire. Donc je vois bien que l'espoir, le rêve collectif, c'est, comme je le disais, autoréalisateur, partiellement bien sûr. Mais en même temps, les rêves, même ces rêves éveillés dont je parlais, ces rêves, à partir du moment où ils ne sont pas réalisés, se transforment en colère et en énervement. Donc, si le réel ne suit pas, on a de la déception. Et cette déception crée de la colère. Et ça devient très difficile. Donc, le rêve est aussi très dangereux. Si on fait rêver lors d'une élection, par exemple, si je disais, par exemple, pour prendre ça au hasard, mon ennemi, c'est la finance, je dirais ça. Bon. Je dirais ça. Si les électeurs se rendent compte que, de fait, mon ennemi n'était pas tellement la finance, ça pourrait, ou ça aurait pu créer une certaine déception. Et ça peut créer une certaine colère. Donc c'est vrai pour les maires qui viennent et qui se font pareil, c'est pareil, qui se font élire et qui font des... Bon, alors, je sais bien que Jacques Chirac disait que les promesses n'engagent jamais que ceux qui... C'était Pasqua, je crois, hein, qui disait ça. C'était Pasqua. Ouais. Bon, mais ça correspondait à une certaine vérité. Mais là, il y a quelque chose qui est quelque chose d'intéressant, d'important. Je vois bien aussi qu'il y a entre la cohésion contre et la cohésion ensemble de l'intérieur, en quelque sorte, un cercle très intéressant à repérer, mais qui est dangereux aussi. Je pense par exemple, bon alors c'est un exemple, au fait que sous la Révolution française, on criait « Vive la nation ». Bon, « Vive la nation », c'est magnifique, c'est magnifique. Et ce même « Vive la nation » qui était véritablement rassembleur pour faire nation, pour faire société, et tous les témoignages concordent. Après, ça s'est transformé au cours du XIXe siècle en un sentiment qu'on a pu dire nationaliste, et qui est devenu contre les autres. Et ça, c'est presque fatal. Et on comprend comment on va de l'un à l'autre et comment ce qui est un rêve d'union, de cohésion, peut se transformer en quelque chose de dangereux. Voilà, c'est une pensée qui me vient en même temps. Ça sera le mot de la fin. Le temps nous est compté. On va d'ailleurs écouter celui qui est chargé de nous faire rêver collectivement, c'est le Premier ministre, qui est là dans 5 minutes. Merci à vous tous. Merci de nous avoir écoutés. Un projet de société, finalement.